Voilà. Alors, là, normalement, si je dis bonjour, vous me voyez, vous me répondez et vous pouvez me dire oui, oui, Charles, on vous voit et on vous entend. Est-ce que vous pouvez me dire ça? Est-ce que vous pouvez me dire oui, oui, Charles, on vous voit et on vous entend? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez me dire? Belle image et bon son. Bon, ben super. Merci, William. Donc, a priori, tout le monde m'entend. Vous ne me voyez pas. Ben, écoutez, Steph, si vous ne me voyez pas, c'est que c'est vous qui avez un problème parce que tous les autres, a priori, ils me disent que c'est bon. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux. C'est très, très chouette. Vous avez été plus de 1200 inscrits, en fait, pour ce webinaire et pour ce premier webinaire pour tous les lecteurs d'INSO. Donc, c'est vraiment chouette. Voilà, je suis super content que vous soyez nombreux comme ça, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Puis c'est une belle, ça donne beaucoup de sens à tout le travail quotidien et tout l'intérêt que vous portez, c'est évidemment extrêmement valorisant. Donc un immense grand merci à chacune et chacun de vous. Alors, je triche un peu parce que j'avais préparé un petit dossier justement sur tout cet impôt à la source et on va aller directement à l'essentiel. Et je vais commencer par vous agresser, par être super désagréable. Je vais même être hyper insultant et je vais vous dire deux gros mots. Alors le premier gros mot, c'est surérogatoire. Surérogatoire. Surérogatoire, c'est quand même pas une insulte, mais surérogatoire, c'est rigolo. Et la cravate, vous êtes vache, hein, j'ai évité la cravate rose. Je commentais un commentaire. Et surérogatoire, c'est le premier mot. Et le deuxième mot insultant, c'est CIMR pour crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. C'est une invention de nos énarques de Bercy. Elle est très très belle, le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. Vous allez voir, c'est assez sympa. C'est comment faire compliqué quand on pourrait faire simple. On est en France. Donc surérogatoire. Alors surérogatoire, pour ceux qui ne savent pas, et je suis sûr que vous êtes nombreux à ne pas savoir ce que ça veut dire, et c'est normal que vous soyez nombreux à ne pas savoir ce que ça veut dire, parce que je ne sais pas quel est l'esprit tortueux qui est allé aussi chercher ce terme-là, mais ça désigne, donc évidemment c'est la définition dans le dictionnaire, hein, moi je suis allé chercher dans le dico, comme tous les fiscalistes et comme tout le monde, quand on a lu le projet de loi et tous les textes concernant le prélèvement à la source, alors surérogatoire, c'est tout ce qui va au-delà de ce qui est nécessaire. Donc, et surérogatoire, tout ce qui va au-delà de ce qui est nécessaire. Et donc, évidemment, on parle de quoi? On parle de vos revenus. Car l'un des grands problèmes, non pas de l'année sans impôt, mais de l'année blanche pour les déclarations, c'est-à-dire que les déclarations 2018 vont passer à l'as en tant que déclaration, pas en tant qu'imposition. Il y a bien des impositions qui seront payées en 2018, en 2019, en 2020. Les impôts seront payés tous les ans. Mais la base d'imposition qui est liée à une déclaration, eh bien, sur tous les revenus 2018, il va y avoir une année blanche. Donc, pas cette année. Cette année, nous déclarons en 2018 ce que nous sommes en train de faire. Là, maintenant, je vous rappelle que la déclaration papier, c'est demain, dernier délai. Pour Internet, c'est plus long, mais la déclaration papier, c'est demain, dernier délai. Pour la déclaration que nous faisons aujourd'hui, là, maintenant, nous la faisons sur nos revenus 2017. Donc, ces revenus 2017, ce n'est pas l'année blanche. L'année blanche, ça va être les revenus de cette année 2018. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Comme ils ne vont pas être déclarés, eh bien, on a envie de se payer des choses qui vont au-delà de ce qui est nécessaire. Donc, nous avons tous envie, sans le savoir, comme M. Jourdain qui faisait de la prose, eh bien, on a tous envie de faire du surérogatoire. Et donc, comme on a envie d'être tous surérogatants et surérogateux, eh bien, on a tous envie de se verser des sommes qui vont au-delà de ce qui est nécessaire. Et donc, vous voyez bien que notre administration fiscale, dans son immense intelligence et dans sa grande prévision, eh bien, elle s'est donné les moyens, en mettant cette clause et en interdisant tout ce qui est surérogatoire, eh bien, de vous contrôler, de vous mettre à l'amende. Alors,
elle va taxer, l'administration fiscale, elle taxera, c'est le texte, hein, la clause prévoit ainsi de taxer l'ensemble des gratifications surérogatoires, donc tout ce qui va au-delà de nécessaire. Et donc, comment on calcule et quelle va être un peu l'acceptation de tout ce qui va au-delà de ce qui est nécessaire? Eh bien, c'est tout simplement ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc, l'un des autres grands principes de ce prélèvement à la source, c'est qu'il va y avoir des moyennes et que l'administration fiscale va faire des moyennes. Alors, ça va être très compliqué pour les gens qui ont des revenus qui fluctuent énormément. On va y revenir pour tous ceux qui sont indépendants de ce genre de choses. Ça sera beaucoup plus facile, évidemment, pour monsieur, madame, qui ont 2 enfants, qui sont tous les 2 salariés et qui ont un revenu qui, au mieux, augmente des augmentations traditionnelles qui leur sont octroyées. Donc voilà. Donc si vous voulez, en gros, l'autre grand principe, c'est qu'il va y avoir des moyennes de fait. Donc vous avez gagné 30 000 euros, 30 000 euros, 30 000, alors on va dire 30, 31, 32, moyenne 31. Ok, bon ben si vous avez un KE ou 2 KE de revenus supplémentaires, a priori, bon quand même, l'un dans l'autre, on peut estimer qu'il pourrait y avoir une clémence de l'administration fiscale et que ça va passer par pertes et profits, ça ne va pas être gênant. Ça va pas être classé ou considéré comme surérogatoire parce que vous êtes globalement dans votre moyenne de revenus. Maintenant, imaginez, vous êtes un indépendant, et donc cette clause elle est plutôt faite pour ça, et puis vous avez une trésorerie pléthorique, vous êtes assez peu payé, vous avez constitué une grosse trésor, et puis vous dites, c'est génial, je vais profiter de l'année blanche, je me verse 30 000 euros tous les ans, mais là j'ai 500 000 euros sur le compte, et donc cette année je vais me verser 530 000, et puis j'aurai rien à déclarer. Donc évidemment, il y en a beaucoup qui risquent d'avoir la tentation de jouer à ça. Et donc c'est aussi pour cette raison-là qu'il y a cette notion de surérogatoire. Alors la deuxième notion, c'est ce fameux CIMR, qui est le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. Crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. C'est très, très, très beau. C'est vrai que c'est superbe. C'est superbe et vous allez me dire à quoi ça sert. Eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. En fait, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, c'est vraiment du pourquoi faire simple quand on peut faire très très compliqué. Donc, je recherchais comment les mots exacts avec lesquels voilà, c'était là, avec lesquels l'administration fiscale le disait, mais c'est assez drôle. Donc, c'est en fait, si vous voulez, donc c'est très compliqué, hein, le changement et le passage du notre système fiscal tel qu'il est aujourd'hui, au système fiscal vers lequel ils veulent nous emmener, qui est un système fiscal où, rassurez-vous, hein, vous allez vous faire tarter en plafonner 2 fois plus. Et on va revenir sur le pourquoi du comment de cette réforme qui cache évidemment des objectifs non avoués et qui ne sont pas forcément très sains. Donc, comme c'est très compliqué, en fait, en 2018, vous allez avoir un impôt, tous les systèmes vont calculer un impôt sur le revenu classique, comme d'habitude. Et donc, cet impôt, en fait, on va vous l'effacer. Donc, il va y avoir une ligne où vous allez payer l'impôt normal, l'impôt ancien, on va dire, puis une autre ligne avec un crédit d'impôt, ce fameux crédit d'impôt de modernisation dont je viens de vous parler, qui va venir en moins annuler cet impôt qu'on vous a calculé, pour ensuite vous remettre une ligne en plus de l'impôt que vous allez devoir vous acquitter, lui, avec le prélèvement à la source. Donc en fait, c'est du plus, du moins, du plus, du moins, et puis à la fin, c'est un peu le jeu de bonne chose. Et où j'en suis, je ne sais plus, je ne comprends rien. Et donc ça va être, je pense, très très compliqué, mais ça risque d'être assez chaotique. Alors, pourquoi venons-en au mobile maintenant de ce prélèvement à la source? On a un système qui marche très très bien actuellement avec un taux de recouvrement qui est quasiment de 100%. Et si l'État avait voulu gérer de manière plus simple et plus facile, il avait simplement à mettre un prélèvement automatique obligatoire. Et c'était à peu près réglé. Il n'y avait rien à changer. Sauf que là, on se met dans une situation
où votre impôt va devenir indolore, c'est-à-dire qu'il va être prélevé directement sur vos revenus par les employeurs. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau, mais il y a déjà un précédent. C'est-à-dire que nous fonctionnons déjà de cette manière-là sur les cotisations sociales, salariales, etc. Et donc, en fonctionnant de cette façon-là, vous voyez bien que quand on vous augmente, vous avez 2% d'augmentation de votre salaire, puis entre-temps, il y a eu des augmentations de cotisations salariales, c'est très très bien, vous ne les avez pas vues. Vous ne les avez pas vues, il y a eu du 0,1 par là, du 0,2 par là, du 0,3 par là, puis vous avez eu 1,5 d'augmentation de salaire. Et bien finalement, votre salaire, il augmente, votre salaire net augmente, alors plus faiblement que ce qu'il aurait dû, mais il augmente quand même. Et vous, ce que vous n'avez pas vu, c'est les ponctions qui ont été faites. Donc déjà, premier objectif, c'est rendre indolore ou nettement moins visible les futures augmentations d'impôts qu'il ne manquera pas d'y avoir. Le deuxième objectif inavoué, et ça a déjà commencé par les différentes formes de rabot sur le quotient familial, mais c'est évidemment faire disparaître la notion de famille et de l'imposition. C'est-à-dire que l'imposition va être purement personnelle, individualisée. D'ailleurs, on vous demande de choisir un taux pour monsieur, un taux pour madame. Voilà, et puis communiquer à votre employeur des données qui vous sont personnelles. Donc ça, c'est le troisième volet, c'est-à-dire que les entreprises hurlent en disant qu'elles n'ont pas comme rôle d'être des auxiliaires du fisc, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. En revanche, même si ça c'est vrai, il n'en demeure pas moins que pour les entreprises, avoir ces informations-là, eh bien, c'est du pain béni, notamment dans les négociations salariales, parce qu'il y a plein de gens qui auront des revenus autres, etc. Ça va se voir. Et donc, les entreprises vont dire, non, mais enfin, voilà, tu gagnes bien ta vie, mon gars, je n'ai pas de raison de t'augmenter. Ou même si elles ne le disent pas de cette manière-là, de toute façon, elles n'auront aucun remords à ne pas le faire, si tant est qu'elles en aient déjà. Donc, finalement, ça va aussi, quelque part, changer les relations que vous avez avec votre employeur. Et c'est pas forcément d'ailleurs une très bonne chose. Voilà pour les mobiles. L'essentiel, c'est un, rendre indolore les augmentations d'impôts, deux, supprimer les quotients familiaux et continuer d'aller dans une politique d'individualisation de notre société et de nos comportements. C'est-à-dire que votre impôt, vous le payez en tant qu'individu, que vous ayez des enfants, pas d'enfants, que vous soyez seul, pas seul, c'est pareil, c'est égal, tout se vaut. Et on va vraiment dans cette idéologie de l'individualisme forcené, qui évidemment n'est pas ma tasse de thé, ça vous l'aurez compris, qui peut être la tasse de thé de certains. Moi, je n'ai rien contre l'individu. Je pense que l'individu, et en ça, je suis très libéral, la responsabilité individuelle et la liberté individuelle, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de pays libre sans un pays qui respecte l'individu. Et donc, les libertés individuelles qui s'accompagnent d'un corollaire qui est la responsabilisation individuelle également et la responsabilité de vos actes, c'est quelque chose de philosophiquement très très important. Mais ce n'est pas l'idéologie de l'individualisme. L'individualisme compris à ce moment-là en tant qu'égoïsme et en tant que je suis le centre du monde, je suis égocentrique, il n'y a que moi qui compte, je ne pense pas à la suite, je ne pense pas à la permanence de la vie, donc je ne pense pas à des enfants, ou je ne pense pas, par exemple, à l'environnement, parce que finalement, après moi, il dit, juste, tu peux laisser le son là-bas, ça me gêne. Sur l'autre PC. Excusez-moi, j'étais en train de râler parce que j'entendais un écho de l'autre côté. Donc voilà, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment une action, si vous voulez, ce changement et ce prélèvement à la source. Vous voyez bien, c'est idéologique, c'est-à-dire que c'est un fondement idéologique pour favoriser l'individualisme, casser la notion de famille, de couple, la fiscalité autour des enfants, etc., etc. Donc tout ça, ça va petit à petit ça va complètement disparaître au profit d'une fiscalité complètement
individualisé. Et ensuite, évidemment, rendre les augmentations d'impôts indolores. Alors, quels vont être les grands changements? Alors, les grands changements, encore une fois, à court terme, monsieur, madame, ils sont tous les deux salariés, ils ont un revenu, etc. Ça ne bouge pas trop. Ça, c'est simple, ça va bien se passer. Là où ça va être beaucoup plus compliqué, c'est si vous avez des revenus autres que les revenus classiques de travail, de pension de retraite ou de pôle emploi. Donc tout ça, c'est des revenus, c'est très facile de vous faire un prélèvement à la source, ça va bien se passer. Le problème, c'est dès que vous allez avoir un petit peu de biens, un petit peu de patrimoine, un petit peu de revenus. Donc pareil, si vous êtes faiblement imposé, vous n'allez pas forcément avoir intérêt à prendre la flat tax, puisque la flat tax maintenant sur tous les produits financiers, elle est de 30%. En revanche, si vous êtes très fortement imposé, vous aurez intérêt à sortir avec la flat tax et pas faire de déclaration, pas intégrer ça dans vos revenus. Et à partir de là, il va y avoir une flat tax. Tout ça, ça va sortir du prélèvement à la source. Donc ça va être simple aussi pour ceux qui sont fortement imposés. Pour ceux qui, en revanche, ont d'autres types de revenus, notamment les revenus fonciers ou des revenus professionnels de patrons. Quand je dis de patrons, je ne parle pas de patrons du CAC 40, parce que eux, ce sont des salariés en fait comme les autres. Donc quand vous prenez le salaire du PDG de la BNP, toutes les boîtes du CAC 40, les types, ils reçoivent des fiches de paye tous les mois. Donc ils pourront être prélevés à la source sans que ça pose absolument aucun problème. Je parle évidemment de tous les patrons, des vrais patrons, donc les artisans, nos artisans, nos commerçants, boulanger du coin qui a sa SARL à la bonne baguette, de notre épicier, du boucher, de l'artisan plombier, etc. Et peu importe qu'il soit tout seul ou qu'il ait 4 ou 5 ouvriers et qu'il soit une petite TPE, lui, il est en SARL, il est en SAS, il est bon. Et donc, il ne sait pas exactement combien il va se verser parce que globalement, ça dépend quand même beaucoup de l'année. Alors, c'est peut-être un peu moins le cas sur les boulangers parce que les boulangers, quand ils sont installés depuis plusieurs années, globalement, ils ont des revenus qui plafonnent. Ils ont une augmentation de leur chiffre d'affaires, puis après, ça plafonne gentiment jusqu'au jour où, en revanche, il y a un nouveau boulanger qui s'installe en face, qui vient prendre 30% de la clientèle. Donc, même là, ça peut évidemment varier de manière très importante. Mais vous prenez un artisan plombier où il y a une conjoncture, où il fait des bonnes années, des mauvaises années, etc. Bon, le BTP est très sensible à certaines conjonctures, d'autres activités le sont très, très, très fortement également. Le gars, il ne connaît jamais sa rémunération. C'est d'ailleurs ce qui a posé des problèmes considérables avec la gestion du RSI. Vous savez, le fameux régime social des indépendants dont on a beaucoup entendu parler, parce que c'était dramatique. Et là, pourquoi? Parce que les taux de cotisation, enfin, c'est les appels de charge, si vous voulez, que vous payez aujourd'hui, ils sont faits sur du chiffre d'affaires que vous avez fait il y a 2 ans. Donc évidemment, en 2 ans, si vous n'avez pas payé au cul du camion, pour dire vulgairement les choses, eh bien, si entre-temps vous avez pris une crise ou une mauvaise conjoncture et que votre chiffre d'affaires a été divisé par 2, évidemment, vous ne pouvez plus payer du tout aujourd'hui, avec vos rentrées d'aujourd'hui, les charges sociales d'il y a 2 ans sur un rythme de chiffre d'affaires d'il y a 2 ans. Donc tout ça, ça va être effectivement très très compliqué. Donc l'État a prévu des systèmes d'acompte, mais c'est l'État lui-même qui va vous imposer le pourcentage et le montant de l'acompte. Donc acompte mensuel, acompte trimestriel, et puis après il y a une régularisation à la fin de l'année en fonction du réel. Vous n'avez pas vu encore le pire. Donc, non seulement vous allez payer des acomptes sur des revenus que vous n'allez peut-être pas forcément vous verser en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'épargnant, en tant que citoyen qui a par exemple du bien foncier et qui loue, vous avez été prévoyant, vous avez fait un petit peu d'immobilier, vous êtes saigné aux 80, monsieur et madame, pour préparer votre retraite, vous avez acheté, mettons, 2 studios, c'est des choses très très courantes, très très classiques. On achète 2 studios et très classiquement, quand on raisonne patrimoine, et donc statistique, je parle d'aucun cas particulier, on regarde juste les statistiques, globalement,
monsieur, il s'en va à l'âge moyen de 74 ans, 75 ans. Madame, elle s'en va globalement à l'âge moyen de 80 ou 84 ans. Donc, il y a une très grande disparité. Donc, généralement, les dames restent plus longtemps que les messieurs qui partent avant. Donc, dans un couple traditionnel, dans une famille traditionnelle, où il y a eu un peu de biens, un peu de patrimoine, etc., on sait que la pension, elle n'est pas forcément, quand le monsieur est parti, madame, elle peut avoir des difficultés. Donc, on essaye de faire des compléments, donc on essaye de placer un petit peu de sous. Donc, soit on a des revenus un petit peu financiers. Donc, ça, on a vu qu'avec les revenus financiers, éventuellement, on sort avec la flat tax. Donc, ça, du coup, ça sera hors du champ du prélèvement à la source. Mais éventuellement, on a fait de l'immobilier. On a acheté 2 studios pour faire des compléments de revenus. Et donc, sur ces compléments de revenus fonciers, les revenus fonciers, vous allez payer des acomptes. Vous allez payer des acomptes et puis à ce moment-là, vous avez de la vacance locataire. Parce que votre locataire, il peut partir. Vous continuez à payer l'acompte. Vous allez avoir des impayés. Et donc, vous allez continuer à payer des acomptes sur des loyers que vous ne percevez pas. Alors après, il y aura une régulation. Et puis, cette régularisation qu'on vous fera à la fin de l'année, alors déjà, vous aurez avancé cet argent. Vous êtes dans un cas d'impayé, vous allez avancer l'argent, vous allez ensuite, parce que vous avez un manque à gagner, donc vous avancez l'argent pour payer les charges, éventuellement un crédit d'une maison ou d'un appartement sur lequel vous n'avez plus le loyer. Vous payez d'avance des impôts que vous ne devriez pas payer, et à la fin, l'État, avant de vous faire la régularisation, parce que maintenant on les voit venir et il y a plein de jurisprudence, et ça c'est typiquement le genre de choses que je peux expliquer dans mes lettres stratégie, c'est que vous avez, et à mes abonnés, un petit peu de pub au passage, vous m'en voudrez pas, vous avez des jurisprudences très très claires qui disent, ok, vous avez fait quoi pour récupérer les loyers impayés? Vous avez fait quoi, vous, le propriétaire? Alors, je vous explique, votre bien est ruiné, vous n'avez pas été payé. Vous devez avancer les frais pour les huissiers de justice, les machins, les trucs, faire toutes les procédures. Enfin, je connais très très bien tous ces sujets-là. Je les ai beaucoup travaillés et beaucoup expérimentés également à titre personnel. Donc, vous allez avoir les pires emmerdements. Et en plus, vous allez payer de l'impôt sur des revenus que vous n'avez pas eu. C'est une injustice qui est absolument phénoménale. Et là, l'État vous dit, ah oui, mais d'accord, vous n'avez pas eu les loyers. Ouais, mais ces loyers-là, vous auriez dû les percevoir. Vous auriez dû les percevoir et donc moi, j'aurais dû pouvoir vous les taxer. Et donc, si vous ne les avez pas perçus, prouvez-moi que vous avez tout fait pour les percevoir. Et là, vous allez dire, j'ai tout fait pour les percevoir. Ah bon, mais vous avez assigné la personne en justice? Ben oui, j'ai fait toute la procédure, huissier 1, huissier 2, huissier 3, première relance, deuxième relance, machin, etc. Et donc, il va falloir que vous prouviez à l'État que vous avez tout fait pour faire le recouvrement de votre créance. Et éventuellement, à ce moment-là, quand vous aurez donné ça de dossier, on vous dira, d'accord, on vous rembourse la compte. Ça veut dire que l'une des solutions, et ça, j'engage tous ceux qui ont, et c'est très très important, tous ceux qui ont des biens fonciers, prenez des garanties loyers impayés. C'est hyper important. Prenez des assurances loyers impayés. Dans l'évolution actuelle, dans l'une de mes prochaines lettres stratégies, j'y reviendrai d'ailleurs, et je vous donne le nom des bonnes compagnies expérimentées avec retour d'expérience, non pas juste la plaquette commerciale, mais comment ça se passe quand il y a un sinistre, est-ce qu'il paye vraiment? Parce que je vous rappelle que la clé d'une compagnie d'assurance, c'est pas de souscrire la police. Ça, toutes les compagnies prennent votre chèque. Le problème, c'est que quand il y a un sinistre, est-ce que la compagnie paye ou pas? Les compagnies d'assurance ne gagnent pas d'argent avec vos cotisations. C'est pas là qu'elles gagnent de l'argent en fait. Elles gagnent de l'argent en n'en perdant pas en payant vos sinistres. Donc pour que les cotisations se transforment en marge nette, il faut évidemment pas payer les sinistres. Il faut bien comprendre cette mécanique-là. Et donc en France, les compagnies d'assurance ont un très sale esprit. Elles font en sorte de vraiment pas payer. Donc voilà, donc ça c'est très important de faire la différence. Donc notamment c'est très important que vous sachiez que l'assurance loyer impayé va être quasiment incontournable pour toutes celles et ceux qui
veulent faire un petit peu d'immobilier locatif. C'est hyper important. Pareil, j'ai tout un dossier que j'ai fait là-dessus. Ceux qui s'abonnent à Stratégie ou qui sont abonnés, je vous le rappelle, vous avez la méthode infaillible pour éviter les loyers impayés, où j'explique justement tout ça, hein, et comment on fait pour faire du recouvrement, comment ça marche. D'ailleurs, j'en ferai un autre là-dessus, sur les différentes étapes du recouvrement à pas rater vis-à-vis de la loi Allure et en conformité de la loi Allure. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, j'en ferai peut-être l'édito demain, mais il y a de nouvelles rumeurs. Oui, bonjour à toutes et à tous, et à celles et ceux, je fais comme Canclou avec qui imite Macron, ça me fait beaucoup rire. Et c'est pour ça que je prends ce type de langage. C'est ma petite manière de me moquer avec gentillesse de notre président de la République. Donc il y a une rumeur sur le fait qu'il voudrait même, donc il y a des projets de loi qui ont été déposés, qui voudraient même supprimer le dépôt de garantie des locataires. Et ils voudraient faire gérer ce dépôt de garantie. En fait, ils ne veulent pas le supprimer, mais ils voudraient que le propriétaire ou les agences ne le perçoivent plus et que ce soit versé à la Caisse des dépôts et consignations pour que l'État puisse percevoir cette manne-là, qui est 4 à 5 milliards d'euros par an de dépôt de garantie. Et donc, ça fait 4 à 5 milliards d'euros par an de plus qui tomberaient dans les poches de l'État. Enfin bon, vous voyez tout cet état d'esprit. Donc, assurance loyer impayé, c'est hyper important. Donc, si on en revient là-dessus, système d'acompte. Pour les indépendants et les gérants, etc., pareil, système d'acompte. Tous ceux qui ne vont pas pouvoir être prélevés à la source vont être imposés à la source sous forme d'acompte. Et alors là, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué et on n'a pas la réponse. Va falloir voir comment ça se passe. Qu'est-ce que je voulais vous dire également d'important? Oui, pareil pour ceux qui sont indépendants. Donc pour tous les revenus des dirigeants. Ça, c'était un point que je voulais vous donner. Vous aurez le droit de vous payer dans l'année blanche. Vous savez, on parlait de tout ce qui était surérogatoire. Hein. Donc, vous aurez le droit de vous payer pendant l'année blanche, donc cette année 2018. Et faites très attention à ça, sinon vous risquez un redressement. Au maximum, ce que vous pourrez vous verser, c'est la rémunération la plus élevée des 3 dernières années prises sur 2015, 2016, 2017. En clair. Je vous dis n'importe quoi. 2015, 2016, 2017. 2015, je me suis versé 10 000 euros. 2016, je me suis versé 100 000 euros. 2017, mauvaise année, 5 000 euros. Donc, j'ai 10, 100 000, 5 000. Vous avez le droit de vous payer en 2018 maximum les 100 000 euros de 2016. Maximum, de toute façon, le montant maximum d'une des 3 dernières années. Ça, c'est très important de le garder en tête. Pendant l'année blanche, les revenus exceptionnels, ça concerne tout le monde, seront également taxés. Donc, les indemnités de licenciement, sympa, hein, on va vous taxer les indemnités de licenciement. Les indemnités de cessation de fonction des mandataires sociaux, les indemnités de clientèle, de changement de résidence de lieu de travail, les allocations de réinsertion, je lis le papier, hein, de conversion, de reprise d'activité, les prestations de retraite versées en capital, les sommes issues de participation non affectées à un PE, les primes de toute nature non prévues au contrat de travail, toute rémunération ne correspondant pas à l'année 2015, etc., etc. Donc, tous ces revenus exceptionnels seront taxés. Alors, attention, ça peut quand même être pas inintéressant de se faire taxer ça. Alors, c'est un mécanisme qui est un tout petit peu compliqué. C'est que les revenus exceptionnels, en fait, on vous les taxe à part. Ils vont pas venir augmenter votre revenu imposable, en gros. Donc, ça peut être intéressant quand même de se les faire taxer, notamment si vous êtes très fortement imposé. Voilà. Ça ne concerne pas les petits revenus, hein, cette petite astuce. Ça concerne les revenus importants. Mais ça, mais sachez-le. Enfin, dernière petite chose sur laquelle je voulais revenir. Vous allez avoir le fameux choix de votre taux.
Et si vous ne voulez pas que votre employeur ne sache quoi que ce soit, vous allez opter pour le taux neutre. Alors le taux neutre, évidemment, ça va être le taux, l'administration fiscale ne vous fera jamais de cadeau, ça va être le taux le plus pénalisant pour vous. Le plus pénalisant pour vous, c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, ben vous avez quand même quelques abattements, etc. Eh bien, le taux neutre, il va impliquer de vous prélever, alors il y aura régularisation à la fin de l'année, mais vous serez prélevé tout au long de l'année du montant que vous devriez payer si vous étiez célibataire et sans aucune déduction. Si vous avez un employé à domicile, si vous avez toutes ces choses-là, des déficits fonciers, machin, etc., eh bien, vous allez être prélevé sur un taux neutre. Et donc, le taux neutre, par défaut, c'est celui qu'on vous appliquerait si vous étiez célibataire avec vos revenus. Autant dire qu'évidemment, vous allez faire, encore une fois, l'avance de trésorerie, donc vous allez être très pénalisé. À vous de voir. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont pas très élevés, donc c'est pas forcément une grosse perte en termes de taux d'intérêt. En revanche, éventuellement, c'est une difficulté de trésorerie pour payer beaucoup plus d'impôts que ce que vous devriez en attendant d'être régulier à la fin de l'année. À vous de voir où est-ce que vous placez le curseur. J'allais oublier, parce qu'après je voulais essayer de répondre à certaines de vos questions quand même, parce que c'était le but du jeu. J'allais oublier de vous parler sur le foncier des travaux déductibles. Donc surtout pas de travaux en 2020. Vous savez, dans les travaux anciens, il y a une niche fiscale, 10 700 € qu'on peut reporter. Enfin bref, on peut faire une super optimisation fiscale. C'est l'une des dernières niches très intéressantes pour faire de la défiscalisation. Pareil, super dossier dans mes lettres stratégie. N'hésitez pas à vous abonner, ça me rendra service. Deuxième petit moment de publicité, vous n'en voudrez pas. Quand vous défiscalisez vos travaux, vous ne pourrez pas le faire de manière aussi efficace sur l'année 2018-2019. Donc, on va retourner dans le régime classique qu'à partir de 2020. Sachez qu'il y a juste une chose, c'est que pour les travaux urgents, obligatoires et impératifs, vous avez encore les mêmes possibilités de déduction. Encore faudra-t-il pouvoir prouver que vos travaux étaient urgents et obligatoires. Si vous avez une mise en demeure de l'ARS, l'ex-DAS, l'Agence régionale de santé, de sécurité, machin de ça, qui impose à tel propriétaire de logement insalubre de faire des travaux obligatoires. Vous avez un courrier officiel d'une agence d'État, très facile de prouver que ces travaux de remise en conformité étaient obligatoires. Mais si jamais vous n'êtes pas dans ce cas-là, ce que je vous souhaite, parce que ça veut dire que vous êtes presque considéré comme un marchand de sommeil, donc c'est rarement bon pour votre tranquillité d'esprit. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est quoi des travaux obligatoires? Il va falloir prouver. Vous avez un trou dans votre toiture, vous avez fait une déclaration de sinistre à l'assurance, vous faites les réparations, etc., etc. Évidemment, tout ça, ça va concourir à prouver que vous aviez des travaux obligatoires urgents à faire et que vous ne pouviez pas y déroger pour permettre la location du bien et le fait que le bien soit bien en état d'être loué et donc de rentrer vos loyers. Donc là aussi, pareil, il faudrait être prudent. Donc autant que faire se peut, 2018-2019, vous ne faites pas de travaux le moins possible. Juste ceux qui sont évidemment urgents, obligatoires ou qui remettent, et ça c'est une évidence, en cause la sécurité éventuelle de vos locataires ou du logement que vous louez. Il n'y a là-dessus aucune question à se poser. Et sinon, après, ce sera calculé comme étant la moyenne des travaux que vous avez réalisés. Vous ne pourrez pas faire de déficit foncier reportable sur votre imposition. Donc, si vous aviez par exemple un déficit foncier de moins 50 000 € tellement vous avez fait de travaux, vous pouviez reporter moins 10 700 € sur vos impôts. Et donc, c'était moins 10 700 € d'impôts en moins à payer. Donc, un effet levier de défiscalisant très, très, très fort. Tous ceux qui veulent bien comprendre comment ça marche, comment on fait, comment ça fonctionne, dossier spécial, lettre stratégique qui est consacré à ça. Voilà, alors maintenant, j'ai fait à peu près le tour en quelques minutes. Je vais essayer de répondre un petit peu aux différentes questions. On m'a apporté gentiment comment contester si le prélèvement est incorrect, quel délai dans le remboursement. Ça, c'était une question de Wilfried. C'est une bonne question. Wilfried, aucune idée. Aucune idée.
Voilà, aujourd'hui, ce sont des modalités qui ne sont pas encore arrêtées ou définies. Ça va beaucoup dépendre de l'ampleur de la catastrophe, en fait. Hein. Si ça marche bien, il y aura relativement peu de contestation. Et s'il y a peu de contestation, il y aura relativement peu il y aura relativement peu de demandes auprès des services des impôts. Et donc, s'il y a relativement peu de demandes, ils pourront traiter relativement vite. Donc, on va dire que sous 1 à 2 mois, ils seront capables de vous répondre et de vous faire une régularisation et un remboursement. S'ils sont saturés, ça va être une catastrophe industrielle comme sur les cartes grises, le truc qui bug, impossible d'avoir une carte grise pour les voitures d'occasion. Et vous risquez d'avoir le même problème. Pinel, Censi-Bouvard, comment c'est géré? Eh bien, là, pareil, vous allez être géré exactement de la même façon. Ça, normalement, il n'y a pas de. Ils ont fait en sorte, a priori, qu'il n'y ait pas d'impact négatif avec le prélèvement à la source. Donc, ça va être géré tout à fait convenablement. Je vous rappelle que dans le Pinel, vous n'êtes pas censé, via des travaux, faire du déficit foncier. D'accord? Vous faites une réduction de revenus fonciers. Vous n'êtes pas censé faire un déficit reportable. Si vous avez du déficit reportable, de toute façon, il ne sera pas reporté. Donc, ce n'est pas intéressant d'en faire. Et gardez bien cette règle-là. Si j'ai du déficit reportable, mon déficit reportable de moins 10 700 € sur mes revenus, je le perds. Donc, autant ne pas faire l'opération. Vraiment, ne faites pas les opérations de défiscalisation si vous ne les avez pas vraiment bien pensées et bien pensées eu égard à ce régime de prélèvement à la source. Jean-François qui dit d'où l'intérêt parfois d'encapsuler son immobilier dans une société. Alors, je pense que Jean-François réagissait SCI à l'IS ou SAS par exemple. Alors, SCI à l'IS, vous allez perdre la transparence fiscale, etc. Alors, personnellement, entre une SCI à l'IS ou une SAS, j'ai une évidente préférence, mais ça, ce n'est qu'en ce qui me concerne, pour la SAS. Bon, et ça, pareil, c'est quelque chose que sur lequel je vais vraiment revenir dans les mois qui viennent dans mes lettres stratégie pour mes abonnés, parce que la SAS, et donc justement celle du mois de mai, là, qui est donc je vous rappelle pour mes stratégistes qui sont là, n'oubliez pas les lettres stratégie, elles sortent vraiment, généralement, comme je suis toujours en retard, elles sortent entre l'avant-dernier jour ou le dernier jour de chaque mois. Voilà, donc pour mai, ça sera le 30 mai, le 29 mai, le 32 mai même, des fois. Hein, je sais, le 32 mai n'existe pas. Mais bon, voilà, c'est toujours à la fin du mois que la lettre du mois sort. Et celle de ce mois-ci, ça va être justement sur les évolutions fiscales à venir, parce que Macron a été quand même assez clair sur le grand principe de base des évolutions à venir. Je vais taxer tout ce qui est non délocalisable et non productif, et détaxer tout ce qui est délocalisable et productif. D'accord? C'est ça la règle, nouvelle règle fiscale qu'il faut avoir en tête. Je vais taxer tout le non délocalisable improductif. Et donc, ça va changer considérablement les choses, notamment pour l'immobilier, à mettre effectivement, à encapsuler, comme dit Jean-François, dans des sociétés. La SAS a ça de très intéressant qu'elle va permettre d'amortir les biens. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'il faut travailler parce que vous allez voir qu'en fait, il y a énormément d'impact. C'est-à-dire que ce que je gagne d'un côté, je perds en partie de l'autre. Donc, il faut vraiment poser les chiffres pour bien comprendre comment ça doit s'inscrire dans une stratégie patrimoniale, dans une anticipation d'évolution de la fiscalité, et aussi ça doit s'envisager comme étant un outil et de protection patrimoniale, mais aussi et de protection vis-à-vis de l'État, mais aussi comme un outil de transmission. Et donc, ça va être l'ensemble de ces éléments-là qu'il va falloir prendre en considération avant de faire le choix de comment je fais pour créer mon patrimoine immobilier,
dans quoi je l'encapsule, comment, sous quelle forme juridique, tout en sachant que si vous voulez faire du déficit foncier, vous pouvez le faire à titre perso, mais pas à titre pro via une société. Donc, tout ça, c'est autant d'éléments à prendre en considération. Je paye certains impôts maintenant, dans d'autres cas, je vais en payer plus tard, ça va le décaler, ça va le changer, ça va en changer sa nature, ça va en changer son assiette. C'est extrêmement complexe, et ça, je me permets d'insister un tout petit peu, Jean-François. Ça se pose vraiment et ça se calcule vraiment. Comment s'en sortir du coup? Alors ça, faudrait faire une question un petit peu plus claire, Virginie. Alors attendez, vous savez ce que je vais faire là? J'ai les questions à l'écran, donc je vais essayer de les reprendre. Alors, ce que je vous propose, c'est de reposer vos questions une par une et doucement sur le chat. Comme ça, je vais essayer Alors, j'ai une question là, DF, faut-il acheter de l'or pour faire des moins-values? Euh, faut-il acheter de l'or pour faire des moins-values? Une question de DF. Alors, je ne sais pas s'il faut acheter de l'or pour faire des moins-values. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, ou pour ceux qui ont des moins-values ou des plus-values sur l'or, sachez juste pour information que les plus ou moins-values sur l'or ne sont effaçables qu'avec des plus ou moins-values sur les métaux précieux. D'accord? Donc, quand on parle de plus ou moins-values sur les métaux précieux, vous pouvez effacer vos moins-values avec d'éventuelles plus-values uniquement de même nature. Donc, plus-value ou moins-value immobilière, c'est d'un côté, plus ou moins-value métaux précieux, c'est de l'autre. En clair, si j'ai perdu de l'argent sur mon or et gagné de l'argent avec mes loyers, je ne peux pas déduire mes moins-values sur l'or sur mes loyers positifs. Ou inversement, j'ai gagné beaucoup d'argent avec mon or, et puis c'est rarement le cas là, si vous avez investi depuis 2-3 ans, mais 4 ans même, enfin depuis 2011 en fait, non, c'est 6 ans. Donc si ceux qui ont investi au plus haut à l'été 2011, aujourd'hui à quasiment $2000 l'once, mais aujourd'hui à 1002-1003, ils sont toujours en moins-value, mais si vous avez donc des plus-values sur l'or, vous ne pouvez pas les déduire de vos loyers impayés fonciers. D'accord? Donc, c'est toujours les plus ou moins-values de même nature. Alors, Emmanuel, que va-t-il se passer pour un gérant de SARL qui paye moins l'année N+1 que l'année N parce que, il va se faire couillonner, Emmanuel. Voilà. C'est typiquement le cas où vous allez vous faire couillonner, vous allez vous faire calculer un acompte sur évidemment les revenus de l'année passée, hein, ça c'est une évidence. Et d'ailleurs, le prélèvement à la source avec votre taux de prélèvement, vous allez continuer à faire votre déclaration d'impôt sur l'année N-1 et c'est bien votre taux qui va vous être prélevé à la source cette année, il est bien calculé par rapport aux revenus par rapport à l'ensemble de vos revenus de l'année N-1. Donc en fait, ça change rien dans les faits. Hein. Vous continuez à faire votre déclaration d'impôt de la même manière. Et donc, Emmanuel, vous allez vous faire couillonner. Donc là, il va falloir aller négocier avec l'administration fiscale. Hein, c'est super votre histoire de prélèvement à la source, mais mon coco, moi, je gagne moins là. Donc, s'il te plaît, prélève-moi moins. Et là, ils vont vous dire, oui, mais l'année dernière, vous aviez déclaré plus. Donc, c'est normal que vous payiez plus d'impôts. Oui, mais là, je gagne moins. Ah, je veux dire, il y a des choses qui sont pas très très claires encore. Donc ça va être très très compliqué. Je pense que vous allez payer vos impôts sur les revenus de l'année N-1 et si les années et en tout cas le taux d'imposition, ça va être celui-là. Et il faut bien les payer ces impôts-là. Il faut bien les payer. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Les travaux pour économie d'énergie réalisés en 2018 par un particulier bénéficieront-ils des 15% de réduction d'impôt? Catherine, je n'ai pas fouillé et je n'ai pas travaillé le sujet des crédits et réductions d'impôt sur les économies d'énergie. Voilà, j'ai pas travaillé ça. Donc, normalement, de mémoire, et par rapport à ce que je crois avoir compris, je pense que oui, dans la limite de seuils qui sont standards et classiques,
Souvenez-vous des trucs surérogatoires, machin, etc. Mais avant de faire des gros travaux d'économie d'énergie, posez la question aux impôts. Vraiment, renseignez-vous. J'ai pas, pour le coup, Catherine, j'ai pas de bonne réponse à vous donner parce que je n'ai pas travaillé cette partie-là. C'est très très vaste et j'ai pas eu le temps de me pencher spécifiquement sur les économies d'énergie. Mais c'est un vrai sujet, c'est très intéressant. Je vais essayer de regarder ça. Si la quasi-totalité de l'impôt est déjà payée, je pense au Girardin, pourra-t-on demander la déduction de la somme investie des premiers mois? Ah, alors Pierre Éloi, vous avez toutes les réponses dans la lettre stratégie du mois d'avril, qui est ces 45 pages consacrées au Girardin industriel. Voilà. Donc là-dessus, vous avez toutes les réponses dedans. C'est 45 pages avec les impacts de l'impôt sur à la source, avec la législation, avec évidemment toutes les difficultés de requalification qu'il peut y avoir sur le Girardin, etc., etc. Donc un superbe dossier. C'est pas moi qui l'ai fait, il a été fait par mon camarade Hubert, qui a gentiment souhaité le mettre à disposition des abonnés stratégie. Donc, je vous invite à vous procurer ce dossier. Pour le taux donné à l'employeur, c'est le fisc qui donne ou nous et le taux monsieur et madame, si salaire différent. Alors, normalement, je crois que c'est nous qui donnons le taux à notre employeur. Mais pareil, c'est une bonne question. C'est une bonne question, tiens d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment nous qui allons donner notre taux à l'employeur? Non, je crois que c'est nous. Non, 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 non. C'est nous qui choisissons notre taux. C'est-à-dire que on va faire notre déclaration d'impôt là sur le revenu. Après, le fisc, l'administration fiscale va nous proposer un taux et nous allons nous valider ce taux ou demander le taux neutre. Et ça, c'est nous qui le faisons. Et en fonction de la manière dont on le fait, eh bien, après, c'est l'administration fiscale qui va communiquer le taux, je crois, aux impôts. Mais sous toute réserve, faut qu'on vérifie ça. C'est encore une autre excellente question. Une famille avec 2 enfants, 2 studios, est-il préférable de mettre, question de Laurent, de mettre le meilleur taux sur le revenu le plus haut du couple, le plus bas prendre un taux neutre? Non, mais Laurent, en fait, ça c'est une question qui est très personnelle par rapport à ce que vous voulez communiquer ou pas à vos employeurs. En fait, vous vous en fichez, prenez les taux que l'administration fiscale va vous proposer, parce qu'a priori, ça va être les meilleurs. Et pour le coup, je pense que c'est vrai. Ça va être les plus optimisés. Le problème, c'est que vous n'avez peut-être pas envie de dire à l'employeur de madame que vous avez 2 appartements, quoi. Vous voyez, et que vous avez 2 loyers. Ou que si madame gagne moins, que monsieur il gagne 20 fois plus, et donc en fait le salaire de madame il sert à, entre guillemets, il sert à rien, que madame elle travaille parce qu'elle veut être indépendante, parce qu'elle veut avoir son boulot, parce qu'intellectuellement elle va avoir sa vie, machin, etc. Enfin bon, il y a plein de raisons qui font qu'on peut avoir envie de travailler alors qu'on n'en a pas forcément besoin financièrement. On peut avoir quelqu'un de très aisé dans le couple et le revenu de l'autre qui est anecdotique dans certains cas. Ça n'empêche pas quand même qu'on travaille. Donc voilà, mais ça c'est une question vraiment, c'est une question vraiment personnelle, Laurent. C'est pas une question fiscale. Ce que je veux vous dire là, c'est que votre question, elle n'est pas fiscale. Vous n'allez pas gagner d'argent. C'est juste par rapport, vous allez payer les impôts que vous devez payer. C'est simplement dans la manière dont vous allez l'annoncer ou dire quelle est votre situation à votre ou vos employeurs. C'est juste là l'importance du tout. Prise en compte des dons aux organismes d'intérêt général. Oui, Denis, de la même manière. Voilà, alors pareil, hein, ne me faites pas du surérogatoire, mais oui, c'est pris de la même façon. Voilà, alors vous avez une limite, hein, mais normalement c'est pris de la même manière. Oui, David, déficit foncier, vous oubliez pour 2018 et 2019, absolument, et c'est vraiment pas le moment. Donc vous faites le minimum, et là il va y avoir 2 ans d'attente. C'est un peu ballot parce qu'en plus les taux étaient bas. Dans 2 ans, ils risquent d'avoir remonté un petit peu. Bon, c'est dommage.
C'est dommage. Pour les personnes percevant un salaire, Jérôme, de l'étranger déjà soumis à l'impôt dans le pays de lieu de travail, Genève, qui donnait droit à un crédit d'impôt français correspond. Alors là, Jérôme, ne me demandez pas quelle va être l'imposition de nos concitoyens qui relèvent de la convention fiscale franco-suisse et qui sont éventuellement des frontaliers machin, et quel va être l'impact des revenus du prélèvement à la source. Je suis navré, je ne suis pas compétent là-dessus, je n'ai pas du tout étudié le sujet. Donc, pareil, voyez, c'est typiquement, vous voyez, des sujets sur lesquels, c'est des vraies questions. Hein. Jérôme, il pose une excellente question. Sa question, elle est hyper pertinente. Et vous voyez toute la complexité du truc. C'est convention fiscale franco-suisse, c'est jurisprudence fiscale, et c'est avec un nouveau système dont on ne connaît pas. Et donc, vous voyez bien tout le délire pour ce changement de système vis-à-vis des situations particulières. C'est-à-dire que pour 80% des gens qui ont des revenus de pension, des salaires salariés, qui sont chez Pôle emploi, qui ont un minimum vieillesse, qui ont une allocation adulte handicapé, machin, etc., ça va être super simple. Et puis pour les 20% de cas, comme Jérôme, qui est travailleur peut-être, frontalier, machin, etc., comme machin qui lui va être indépendant, patron de la SARL, ça va être un enfer. Voilà, ça, je crois que ça va être très très compliqué. Pour tous les cas particuliers, c'est là que ça va être difficile. Et je pense que quand ils vous disent qu'ils ont fait des tests, oui, ils ont fait des tests, mais en oubliant les cas de Jérôme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait des tests en prenant la région d'Annecy où vous avez une surreprésentation des travailleurs frontaliers. Ils ont sans doute pas pris Genève, ils ont pas pris sans doute Lille, Roubaix, Tourcoing. Vous avez des gens qui travaillent aussi, des frontaliers qui travaillent aussi en Belgique, machin, etc. Hors Union européenne, en Union européenne. Enfin, ouais, et donc tout ça, ça va être effectivement très 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 compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Patrick? Ah bon, normalement, les moins-values sur leur physique égale immobilier, même de moins, si vous écrivez, value serait identique. Non, je répète, au cas où je n'ai pas été clair, le, euh, les moins-values et plus-values doivent toujours être de même nature. Voilà. Donc, je ne déduis pas des moins-values de choux sur des plus-values de carottes. Voilà. Ça ne marche pas comme ça fiscalement. Et ça, c'est la règle de base. Les plus-values et les moins-values de choux, ça marche. Les plus ou moins-values et de carottes, ça marche aussi. Mais chacun dans sa catégorie de fruits et légumes, c'est ça. Tiens, Lolo qui nous met un lien sur le prélèvement à la source appelé précompte. Ah oui, mais c'est en Belgique. C'est pas pour ceux qui travaillent en Belgique et qui vivraient en France. Oui, mais ça existe depuis très longtemps dans d'autres pays, parce que ces autres pays, mais même la Suisse, hein, par exemple, mais ils ont une fiscalité qui est totalement différente. Ça marche pas de la même manière. Donc, ils ont un autre système fiscal. C'est pas mieux ou moins bien. Nous, on est les seuls à avoir un peu un système fiscal comme ça. Mais bon, les Anglais, c'est les seuls à rouler du mauvais côté de la route. Hein. Bon, ils roulent quand même de leur côté de la route, et puis ça se passe très bien chez eux. Et puis, c'est pas les seuls. Hein. Il y a quelques autres pays qui le font. Mais enfin, c'est pas du tout la majorité. Mais ça marche aussi, ça fonctionne aussi. C'est ce qu'on appelle la diversité. On est dans un monde où on est censé tout le temps encenser la diversité, encensons la diversité, y compris les systèmes fiscaux. Dans le Georges qui dit dans le cadre d'une SCI, que va-t-il se passer? Georges, précisez votre question. À partir de quel salaire net pour une part normale va-t-on voir le plus augmenter ses impôts? Mais vos impôts, ils vont pas augmenter, Jean-Yves. C'est pas une notion d'augmenter ou de baisser les impôts là, dans cette phase transitoire. Il n'y a pas de notion de hausse ou de baisse d'impôts. C'est juste cette histoire de taux de prélèvement qui va correspondre à l'impôt que vous devriez payer de manière classique par rapport au revenu N-1, qui vous sera prélevé à la source l'année N. Et par définition, on ne connaît vos revenus définitifs de l'année N qu'à la fin de l'année N. Donc, on est capable de vous calculer votre réel taux d'imposition de l'année N qu'en année N plus 1. Donc, c'est quand même la logique de notre système fiscal. Donc, il est là le problème du prélèvement à la source. C'est que soit vous prélevez directement des revenus à la source,
Et donc, vous dites que tout revenu qui nécessite, c'est 10% sur tout type de revenu. Point. Donc, vous avez, et peu importe monsieur, madame, les revenus du foyer, les machins, le truc, parce que dans ce cas-là, le prélèvement à la source, il peut marcher. C'est 10% de vos revenus. Votre revenu, il est connu tous les mois. Tous les mois, vous gagnez, mettons, 2000 euros. Ben, on vous retient 200. Puis le mois où vous gagnez 2005, et ben, on vous retient 250, 10%, terminé. C'est fait. Basta. Là, nous, on est dans un espèce de truc hyper bizarre qui consiste à dire on veut mettre le prélèvement à la source, mais on continue à calculer des impôts sur une globalité de revenus. Et ces impôts sur une globalité de revenus, on vient vous les prendre sur une de vos sources de revenus. Donc c'est ça qui est complètement absurde. C'est que forcément, vous allez générer toujours le même écart. C'est-à-dire que vos revenus dans leur globalité, votre revenu mensuel qui tombe tous les mois, on est d'accord, il est connu tous les mois. Mais vos revenus de location, vos revenus de bénéfices d'entreprise, et ben tout ça, c'est pas connu avant la fin de l'année dans leur totalité. Et donc, vous êtes obligé de faire une déclaration d'impôt pour connaître la totalité de vos revenus qui vont être à ce moment-là imposés l'année suivante. Exactement. Mais simplement, vous allez être prélevé tous les mois de cette somme sur vos revenus, si tant est que vous en ayez sous forme de salaire. Et si vous n'en avez pas sous forme de salaire, eh ben on va vous les prélever quand même, mais sous forme d'acompte que vous allez devoir payer. Donc ça, c'est comme si on vous mettait un prélèvement obligatoire tous les mois et que vous étiez prélevé d'une somme forfaitaire que les impôts calculaient pour vous. Donc ça va être très compliqué. Oui, c'est ça, c'est le taux calculé en 2018, mais le taux 2020 sur 2019, mais ce taux ne sera connu. Oui, ben c'est ce genre de choses, Jacques. C'est à s'arracher un peu les cheveux. On va voir un petit peu comment ça marche quand on va l'expérimenter chacun de nous, mais ça va pas être simple. Qu'est-ce qu'il a? Je vois Olivier qui dit bien vu Vincent. Qu'est-ce qu'il a dit Vincent? Cette nouvelle façon de payer des impôts va nous faire payer des sommes qui nous seront remboursées qu'en fin d'année. Plusieurs milliards d'euros vont disparaître de l'économie. Quelles conséquences sur la croissance? Oui, effectivement, je confirme Vincent la remarque d'Olivier sur votre remarque, à savoir bien vu. On n'est pas capable de chiffrer ça. Alors, vous avez dans le même genre de conséquences macroéconomiques, vous avez le coût sur les entreprises. C'est-à-dire que pour les TPE, PME, ça va être un coût vachement important parce qu'il faut, c'est des coûts de comptable en plus, quoi. Donc ça va venir rogner un petit peu les marges. Pour les grosses boîtes, vous avez certaines grosses boîtes, il y a eu certains reportages d'ailleurs, qui ont dû recruter 2, 3, 4, 5, 10 personnes pour commencer à gérer tout ça. Donc pareil, c'est des coûts en plus. Bon, pour les grosses boîtes, ça va réduire un petit peu les dividendes qui seront versés aux actionnaires. Bon, c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est pas trop gênant si les fonds de pension américains ont un peu moins de dividendes de Total qui a dû recruter 50 personnes ou 100 personnes en plus pour s'occuper de ça. Au moins, ça fait 100 jobs de plus. Donc très compliqué. Ça, c'est des sujets, c'est des vrais sujets, et c'est toujours extrêmement compliqué à modéliser. Alors à Bercy, ils ont plein de moulinettes, hein, ils ont plein de gens qui font de l'économétrie, qui tous les jours s'amusent à modéliser tout ce genre de trucs avec des calculs très savants, très compliqués et des gros logiciels pour le faire. Et puis après, vous avez le pays qui s'appelle la théorie, et puis vous avez le pays qui s'appelle la pratique, et en général, ça se passe pas du tout de la même manière. Comment l'entreprise va payer le fisc? Alors le fisc, il est payé maintenant, vous savez, c'est de manière automatique, hein. Donc tout est télédéclaration, télépaiement, télémachin, téléversement. Et l'entreprise, elle n'a pas intérêt à se planter, parce que si l'entreprise elle se plante, elle a des amendes qui sont super importantes pour chacun des mauvais paiements, des mauvais virements ou des mauvais prélèvements. Vous avez une amende qui est, je crois, de 250 euros par erreur. Donc c'est potentiellement considérable, et ça, c'est pas drôle du tout pour les entreprises, puisqu'évidemment, ça fait porter sur les entreprises une responsabilité qui n'est pas du tout la leur. Hugues qui dit qu'ils sont de moins en moins nombreux à Bercy, et Hugues, il a tout à fait raison.
Vous avez actuellement énormément de pertes de personnel. Le personnel n'est pas remplacé. Euh, il y a des services entiers qui ferment, des services entiers qui sont regroupés. Et évidemment, il se passe la même chose pour nos fonctionnaires de l'administration fiscale qu'un petit peu partout ailleurs. On est obligé, on cherche des économies, on est en train de digitaliser massivement l'économie française et notre fonctionnement aussi administratif. Et donc, ça va beaucoup diminuer là aussi, et c'est assez logique. Euh, la dernière génération des gens sans Internet, et elle est en train petit à petit de nous quitter, on va dire. Ce sont même aujourd'hui, des gens de 80 ans, vous en voyez beaucoup qui ont fait l'effort de se mettre sur Internet et d'utiliser Internet. C'est absolument remarquable. Moi, je suis sidéré de voir ma maman, par exemple, utiliser Internet. Enfin voilà, je trouve ça assez fabuleux qu'elle puisse le faire. Alors bon, c'est compliqué, mais elle y arrive. Bon, moi, mon papa, c'est autre chose, hein. Là, par contre, c'est plus compliqué pour papa. Lui, il touche pas à un ordinateur. Mais hélas, cette génération de gens qui ont 80 ans, voilà, c'est petit à petit, ils s'en vont, ils nous quittent. Il y en a de moins en moins, ils sont de moins en moins nombreux et donc, de manière générale, il y a des gains de productivité énormes qui vont être encaissés. C'est le cas pour les banques, hein. Toutes les agences bancaires, elles vont fermer, hein. Toutes les agences, les petites agences, les petits bureaux, les machins, tout ça, ça va être balayé. Donc, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Donc, évidemment, l'administration fiscale et autres n'en sera pas moins touchée. Euh, voilà en gros, bon, je suis navré, évidemment, j'ai pas pu répondre à toutes vos questions. Je vais essayer. Allez, Marie-Claude, toujours pas de réponse à ma question. Prise en compte de la situation familiale quand, exemple, bébé, couple, le bébé, il est censé être pris en compte comme le décès au moment où ça se produit. Vous êtes censé avertir l'administration fiscale qui est censée recalculer l'ensemble et qui est censé revoir votre taux en temps réel. Ça, c'est ce que on vous dit officiellement. Euh, Officieusement, ça va être plus compliqué. C'est-à-dire que, oui, Marie-Claude, vous avez le bébé qui arrive, super. Mais vous avez des revenus fonciers, vous avez bon. Donc, votre, vous allez avoir une forme d'inertie en fait sur votre imposition. C'est-à-dire que l'heureux événement qui devrait générer une économie d'impôt, eh bien cette économie d'impôt, elle va être entre guillemets un petit peu lissée dans le temps. Et c'est aussi l'un des effets de cette réforme. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes couillonné là-dedans. Hein. Ça veut dire simplement que dire aux gens que dès qu'ils ont un changement de situation, tout de suite l'impôt va s'adapter, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que l'impôt ne s'adaptera que dans la limite du fait que vous ayez déjà payé bien tous les impôts que vous auriez dû payer sur la totalité, la globalité de vos revenus de l'année N-1. C'est ça qui est très important à bien avoir en tête. Donc du coup, normalement, c'est immédiat. Alors quand je dis immédiat, c'est immédiat sous la réserve du délai qu'il faudra à l'administration fiscale pour traiter votre dossier Marie-Claude. Mais à partir de la naissance du petit, de la production de la petite, mais du bébé, à partir de la production du certificat de naissance, machin, etc., on va dire que dans les 2 mois, votre truc va être calculé. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, je pense que les gens seront extrêmement déçus de ce qu'ils vont vivre. Voilà. Donc, je suis encore une fois navré de ne pas avoir pu répondre évidemment à toutes vos questions. Je vous propose de toute façon, il va y avoir le replay, donc tous ceux qui se sont inscrits vont pouvoir revoir la totalité de notre petite causerie, puisque vous allez automatiquement, avec le logiciel là que j'ai pris pour faire ces trucs-là, ces webinaires, normalement, le Bignou vous envoie automatiquement à tous ceux qui avaient rentré leur adresse mail pour l'inscription, le lien pour revisionner quand vous voulez. C'est limité dans une certaine durée, hein, mais en tout cas, vous avez
quelques jours pour revoir ça tranquillement, pour le passer à quelqu'un, etc. Donc merci évidemment, un immense merci à vous d'avoir été aussi nombreux et nombreuses. Donc merci à toutes et à tous, comme dirait notre Canteloup quand il imite notre président. N'oubliez pas que vous pouvez évidemment vous abonner à Let's Stratégie, c'est la manière aussi de permettre la gratuité du site et de financer tout ça et puis mon travail. Donc merci déjà à toutes celles et ceux qui me soutiennent par leur intérêt. Encore un plus immense merci à celles et ceux qui soutiennent par un abonnement à la Let's Stratégie. Dans tous les cas, merci à tous ceux qui font aussi la promo et la pub pour les articles et le site INSO. Un grand merci de toute manière, de façon générale. Encore une fois, pour votre intérêt, pour votre participation, c'est super chouette. Pour vos commentaires aussi, pour ceux qui commentent les articles sur INSO, sachez que les commentaires, ils sont validés un par un, à la main, par ma femme, quand elle peut, en plus de tout le reste. Donc, ne lui en veuillez pas quand des fois vous faites un commentaire et qu'il n'est pas validé tout de suite. C'est pas qu'il est censuré, c'est que souvent, Hélène n'a pas pu tout simplement avoir le temps de le lire et de le valider. Sachez que globalement, on ne peut pas valider des commentaires avec des liens parce qu'on n'a pas le temps matériel d'aller vérifier tous les liens. Ça ne veut pas dire que vos liens ne sont pas intéressants ou qu'ils ne sont pas bien, mais c'est pour des raisons juridiques et légales. Si on est pas mal surveillé sur les sites internet, c'est très compliqué. La législation est très compliquée. Et si jamais on a le malheur de laisser passer un truc sur du révisionnisme, de l'antisémitisme, du racisme, de l'incitation à la haine, du machin, c'est potentiellement une catastrophe. Donc je vous appelle vraiment à une grande bienveillance là-dessus, à une grande prudence évidemment dans les commentaires, parce que sinon évidemment on ne peut pas les valider, pas parce qu'on veut vous censurer, mais parce qu'au sens juridique du terme, on n'a pas le droit. Et donc c'est pour ça qu'on les revoit un par un et que des fois ça prend du temps. Voilà, donc je voulais juste vous donner toutes ces petites précisions. Encore une fois, un immense merci. Et puis je pense qu'on va essayer de prendre date pour un autre webinaire comme ça et puis en faire un petit peu plus souvent. Et encore une fois, eh bien, merci. Je vous souhaite une très belle et une très bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci, au revoir.